Je joue avec bonheur, avec exaltation, la scène m'ennuie, je me sens éblouissante. Baise-moi, épouse-moi, bannis-moi. C'est moi le cocu, c'est moi qu'on engueule. Prends-moi, caresse-moi. Orage au désespoir. Et voyez maintenant si cela vaut la peine de vous lever de votre fauteuil. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel hors-série de Hors Scène, le podcast qui dévoile les dessous du théâtre. Je m'appelle Alexandra Vépierre, je suis journaliste et normalement on se retrouve un mardi sur 3 pour rencontrer un ou une professionnelle du spectacle et mieux comprendre ce milieu artistique. Aujourd'hui, pour cet épisode spécial Avignon, j'ai eu la chance de rencontrer Tiago Rodrigues, le directeur du Festival d'Avignon. Né au Portugal, Tiago Rodrigues a d'abord été comédien avant d'initier lui-même des projets. En 2003, il a fondé la compagnie Mondo Perfetto avec Magda Bizarro, puis a créé des spectacles dans diverses institutions nationales et internationales. Il a ensuite pris la tête du Teatro Nacional Dona Maria II à Lisbonne de 2015 à 2021 avant d'être nommé à la tête du Festival d'Avignon. Cette 77e édition du festival est donc la première qu'il réalise en tant que directeur. Il y tient aussi la casquette de metteur en scène, puisque sa pièce, Dans la mesure de l'impossible, est jouée à l'Opéra d'Avignon. Alors, quel a été le processus créatif pour la pièce Dans la mesure de l'impossible ? Comment représenter l'indicible sur scène ? Et enfin, quelles leçons tire-t-il de son premier festival ? Allez, c'est parti ! Bonjour Tiago Rodrigues, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. On va commencer par parler de votre pièce Dans la mesure de l'impossible, avant de faire un petit bilan sur votre première édition du festival. Alors, Dans la mesure de l'impossible a été créée en 2022. Elle a été présentée au festival cette année, mais ce n'était pas du tout prévu. C'est en fait un remplacement de la pièce Les Émigrants de Christiane Lupa que vous avez été contraint de déprogrammer début juin. Alors pour commencer, pouvez-vous nous dire de quoi parle Dans la mesure de l'impossible ? Dans la mesure de l'impossible, c'est un spectacle basé sur des interviews avec des humanitaires, notamment une trentaine d'humanitaires qui travaillent à la Croix-Rouge internationale ou à Médecins sans frontières, que j'ai rencontrés avec l'ensemble de l'équipe artistique pour enquêter avec l'intuition que les humanitaires, avec une vie parfois partagée, entre, disons, des sociétés, ce qu'on appelle le monde du possible, dans la pièce, des sociétés, des villes, des pays où on a accès aux droits essentiels, aux biens essentiels, et en travaillant dans le monde de l'impossible, des sociétés, des régions où, par plusieurs raisons, catastrophes naturelles, conflits, violences, famines, sont en contact avec des populations, des gens qui manquent tout, qui n'ont pas l'accès à ces droits et biens essentiels. Et on croyait qu'il y avait dans cette expérience de vivre entre deux mondes en permanence une richesse d'expérience, un regard du monde qui pourrait être intéressant à partager avec le filtre des outils théâtrales, de la fiction, de la poésie, de la scène. Et c'était ça qui nous a impulsionné vers un spectacle qui n'est pas du théâtre documentaire, c'est plutôt du théâtre documenté, car la place de la fiction, du théâtre, de la musique, de la scène est bien assumée dans le spectacle, mais qui est de toute façon un portrait théâtral d'une vision du monde très diverse, bien sûr, parce que pas tous les humanitaires pensent le monde de la même façon, mais ils ont des éléments partagés de son expérience, notamment quelque chose qui a émergé et qu'on essaie de rendre visible dans ce spectacle, qui est un contact très proche avec la complexité du monde. Je pense que c'est des personnes qui sont capables de raconter la complexité du monde, que le monde n'est pas divisé entre bon et mauvais, entre civilisé et sauvage, qu'il y a des phénomènes qui sont historiques, qui sont complexes, qui sont pleins de nuances, qui font que, par exemple, j'ai compris mieux, après avoir fait ce spectacle, pourquoi la Croix-Rouge internationale tient à sa neutralité, impartialité, ce qui leur permet d'aider n'importe qui. Même ceux qui, à un moment donné, on pourrait appeler de terroristes ou de criminels, d'adresser cette humanité essentielle dans chacune et chacun, qui fait que tout le monde mérite des soins malgré ses actes, malgré ses positionnements.
malgré même ces attitudes violentes, voire criminelles. Et cette idée de soin pour toutes et pour tous, c'est vraiment quelque chose que je comprends mieux aujourd'hui après avoir fait cette pièce et qu'on a voulu aussi partager avec ce spectacle, émotion et complexité. Est-ce que vous aviez déjà un lien avec l'humanitaire ? Est-ce que ça représentait quelque chose pour vous avant de vous intéresser au sujet ? Mes spectacles, ils commencent toujours par deux questions. Une, avec qui je veux travailler, parce que le travail en théâtre, il est tellement collectif, tellement profond que pouvoir choisir, avoir le privilège comme j'ai d'inviter, c'est de choisir avec qui on va passer une partie de nos vies et le temps est précieux, c'est notre plus grand trésor. Alors je pense toujours beaucoup à avec qui je vais faire une pièce et après je pense sur quoi veux-je apprendre. Je veux être apprenti de quel sujet. Et dans ce cas-là, ça a commencé avec le sujet avant l'équipe parce que j'avais présenté plusieurs spectacles à Genève et à chaque fois, je rencontrais des humanitaires parce qu'il y a énormément d'organisations humanitaires à Genève et je rencontrais des humanitaires qui étaient spectateurs de spectacles et avec lesquels je parlais parce que je tiens à parler au public. Et j'ai commencé à m'intéresser à ce monde, pas d'une façon juste admirative, aussi très critique, parce qu'il y a dans le phénomène de l'humanitaire aussi plein d'aspects qui sont troublants, qui nous interpellent politiquement sur la façon dont le monde est organisé. Mais c'était quand même une expérience j'étais fasciné par ce monde-là de l'humanitaire, par l'esprit de mission, par le risque, par le déplacement vers une espèce de manque de confort essentiel pour faire son travail. Il y avait plein d'aspects dans l'expérience humanitaire qui m'intéressaient et peu à peu, j'ai commencé à approfondir ma connaissance, à pratiquer ma curiosité et très vite, j'ai compris, comme souvent dans ces cas-là, je vais faire une pièce à propos parce que je veux apprendre vraiment sur ce sujet et surtout aussi comprendre mieux ces gens-là qui ont ce geste de se déplacer, parfois pas géographiquement, parce qu'une chose qu'on ne sait pas de l'humanitaire, c'est qu'il y a de plus en plus d'humanitaires qui travaillent chez eux. Il y a de plus en plus d'humanitaires afghans, par exemple, qui travaillent en Afghanistan, mais qui se déplacent de toute façon d'une vie où ils sont des professionnels, où ils cherchent une certaine sécurité et confort, vers, parfois c'est juste la distance d'un quartier, mais vers toute une autre réalité, un peu comme des médecins urgentistes qui habitent à côté de l'hôpital. Être dans les urgences d'un hôpital, c'est quand même en déplacement. Mais c'est vrai aussi qu'il y a tous ces gens dans l'humanitaire qui vont à l'autre bout du monde, dans des endroits qu'ils ne connaissent pas nécessairement, pour travailler pour l'autre qu'ils ne connaissent pas. Et ce geste-là m'intéressait énormément, surtout dans un temps où la pandémie a remis en question une idée de solidarité internationale que je trouve qu'il faut continuer à tenir dans nos sociétés démocratiques. Oui, on a des problèmes chez nous, mais les problèmes chez les autres sont des problèmes chez nous aussi. Et cette idée de solidarité internationale, elle est très présente dans le travail de l'humanitaire. Et alors ça a commencé comme ça, et peu à peu, ça traduit un projet, à inventer à Genève, et une équipe s'est rajoutée d'artistes que j'admire, que je respecte énormément, mais surtout avec lesquels je voudrais vivre cette recherche. Alors pour les personnes qui n'ont pas vu la pièce, on a 4 comédiens, comédiennes qui jouent le rôle de 4 travailleurs, travailleuses dans l'humanitaire et qui vont donc témoigner, raconter des anecdotes, etc. Étant donné que vous avez fait ce travail d'entretien avec des humanitaires, comment ça s'est passé ? Est-ce que vous avez repris les témoignages tels quels ? À quel point vous avez ajouté une dramaturgie autour ? Toutes les histoires qui sont dans la pièce sont des faits réels. Après, pas toujours, ils étaient racontés précisément de cette façon. Ou parfois, il y a une opération de mélanger 2 histoires pour créer une autre, même si tous les faits sont réels. Alors, il y a un rapport au réel très fort, mais après, une pratique d'une certaine liberté poétique pour rendre les histoires théâtrales. Au début de la recherche, on ne savait pas du tout, comme toujours chez moi, à quoi rassemblerait le spectacle. On partait vers la recherche en se disant on saura à un moment donné traduire ça en théâtre. Et peu à peu, une idée s'est imposée. Les histoires qui nous étaient racontées étaient parfois tellement dures, tellement
remplis d'émotions, mais d'images troublantes, qu'on a trouvé très difficile de les représenter, de les illustrer sur scène. Et en plus, il y a chez la majorité des humanitaires une espèce de pudeur vis-à-vis son rôle à eux et elles sur les événements, comme s'ils sont conscients qu'ils, en pouvant être fondamentaux pour sauver la vie de quelqu'un, ils sont une contribution quand même infime à la résolution du problème général. C'est comme dit un humanitaire, en fait, tu deviens le mieux humanitaire que tu peux être quand tu comprends que tu ne vas pas changer le monde. Et c'est là que tu deviens un bon professionnel de l'humanitaire. Quand tu rêves encore à changer le monde, tu seras toujours en gestion de ta frustration, tu seras déçu, tu vas renoncer. Le moment que tu dis « je serai humanitaire même en sachant que je ne vais pas changer le monde », c'est le moment où tu peux devenir un grand professionnel de l'humanitaire. Et alors, ils sont sur le soin, l'urgence, l'immédiat, la personne, pas le phénomène. Le phénomène, il doit être traité, mais la conscience que l'humanitaire traite l'urgence est très importante, même si elle pouvait changer, même si l'humanitaire pourrait être de plus en plus une politique de solution des problèmes au long terme. Ce n'est pas l'histoire de l'humanitaire ni sa réalité. Et ça, pendant les répétitions, c'était tellement évident, et cette pudeur qu'on s'est dit, le plus intéressant en fait, c'est pas d'utiliser leurs histoires d'une façon manipulatoire, sentimentale, extractiviste, et maintenant mettre sur scène ces histoires. En fait, ce qu'on doit faire, c'est mettre sur scène des humanitaires qui racontent des histoires, donner à connaître leur vision à eux. C'est pas l'histoire qui est le plus important dans la pièce, c'est comment eux, ils l'ont vécu, expérimenté, et comment ils la racontent, l'emploi des mots, le vocabulaire qu'ils utilisent, tout ça, c'est vraiment la recherche, disons, formelle de la pièce. C'est comment faire portrait d'humanitaires qui sont en train de raconter des histoires. Et là, on revient à quelque chose de très essentiel du théâtre. C'est juste des gens qui racontent des histoires à d'autres. Pour revenir sur ce que vous avez dit au début, ce sont des histoires qui sont difficiles à entendre. Il y a un passage où un des personnages dit que quand il rentre chez lui, il ne raconte pas à sa famille ce qui se passe réellement parce que ses proches n'ont pas les billes pour comprendre ce qui se passe là-bas dans les camps humanitaires. Vous recevez tous ces récits, vous devez nous les partager alors qu'ils sont très intenses, très durs. Et nous, en face, on est un public de néophytes, on ne connaît pas forcément grand-chose à l'humanitaire. Comment vous faites pour passer cette barrière de l'indicible ? Je pense que c'est là qu'y rentre le théâtre, l'interprétation, mais aussi dans cette pièce-là, la musique. Le batteur, Gabriel Ferrandini, qui est un excellent musicien, a eu le rôle, à un moment donné, d'essayer de partager musicalement ce que nous, on refusait de partager avec des mots parce que ça serait aller trop loin, perdre la pudeur, explorer sentimentalement le public ou alors juste trop difficile à mettre en mots. Les histoires les plus dures qu'on a entendues en recherche, elles ne sont pas dans le spectacle, mais elles sont par exemple dans le solo final de Gabriel, qui était composé le jour après une histoire où j'ai dit à l'équipe les gars, cette histoire-ci, après cette interview, c'est impossible, on ne peut pas la raconter, c'est clair. Et le jour d'après, Gabriel arrive et il dit écoute, j'ai entendu l'enregistrement de nouveau, après, parce que toute l'équipe était autour de la table avec les humanitaires. J'ai entendu l'enregistrement ce soir, j'ai travaillé un peu ce matin avant votre arrivée et je pense que j'ai une proposition de comment raconter cette histoire. Et ça, c'est le dernier solo de la pièce qui est encore aujourd'hui peut-être plus pour moi et pour nous que pour le public, qu'on n'ait pas l'histoire qui est derrière. Mais pour nous, c'est d'une émotion énorme. Parce que Gabriel a occupé ce jour-là sa place dans le spectacle. Il n'était plus là pour faire le contexte musical d'une pièce où la parole a le premier plan. Il est devenu le traducteur de ce qu'on ne pourrait pas raconter, le traducteur de l'indicible. Et c'était une volonté dès le départ d'avoir un musicien sur scène ou c'est venu dans le processus créatif ?
Non, c'était dès le départ. J'avais déjà travaillé avec Gabriel, que je trouve un génie musical. On avait fait quelques pièces au Portugal, au Théâtre National de Lisbonne. Et c'est quelqu'un que j'accompagne depuis longtemps. Et que quand je savais que j'allais faire cette pièce sur ce sujet-là, et que j'avais l'envie d'avoir une dimension musicale dans la pièce, j'ai invité Gabriel sans savoir très bien quel serait son rôle. Je savais que il est un batteur essentiellement. Je savais qu'il y aurait son travail de batteur et de musicien sur scène, probablement. Mais il était là depuis le début, comme tout le monde, en cherchant sa place et en cherchant l'idée, le concept ou les idées qui allaient créer cette place pour ces gens-là. Il n'y avait pas de distribution au début, mais il y avait les 4 comédiens et on savait qu'il y avait une scénographie à inventer, des lumières à inventer, mais on n'avait pas d'idée parce que tout le processus était la recherche. Et ce qui était intéressant, c'est que même quand on avait déjà le spectacle très avancé, décors inventés, les costumes, la lumière, beaucoup de scènes déjà calées, on continuait à faire la recherche et à interviewer des humanitaires presque jusqu'au bout, presque jusqu'à la première. Et ça a chargé la création de ce spectacle aussi d'une forme de liberté. Parce qu'à chaque moment, on pourrait encore changer des choses, on pourrait remplacer cette histoire par celle-ci. Les histoires qui sont dans le spectacle sont une petite partie de l'iceberg profond des histoires qu'on ne raconte pas. On a des centaines d'heures d'interviews et il a fallu faire une synthèse. Et parfois, il y a des histoires qui sont presque verbatimes. Avec quelques changements, notamment le fait qu'on a décidé de ne pas utiliser des noms de lieux ou de pays. Parce qu'on trouvait que quand on dit Rwanda ou Afghanistan ou Irak ou Burkina Faso ou Somalie, il y a des préjugés qui émergent immédiatement dans nos cerveaux. Et on se disait qu'il y a une espèce de universalisme dans le geste humanitaire qui méritait que les noms des lieux n'étaient pas là, pour que, même s'il y a quelques pistes, et parfois le public et même se prend le plaisir d'essayer de découvrir dans quel continent au moins était cette histoire, parce qu'on dit jungle, désert, voilà, et on commence à imaginer un décor, mais en ne pas précisant les lieux et en disant c'était à l'impossible. Je venais d'arriver au nord de l'impossible, j'étais au sud-est de l'impossible. Ça crée un cadre, une espèce de mappamundi, une carte du monde qui est poétique, mais qui nous interpelle parce qu'elle revendique de l'humanité partagée avec ces gens-là, parce qu'on ne sait pas quelle langue ils parlent, quelle culture, quelle région du monde, et je pense qu'il y a un effet de proximité par le théâtre à travers ces histoires, au lieu de raconter quand j'étais au Rwanda, et immédiatement on se dit ah ouais, le Rwanda c'est là-bas, avec tous ces problèmes historiques, ça ne nous concerne pas réellement parce que c'est toute une autre histoire, et en plus, voilà, et on s'éloigne. Et là, quand on dit j'arrive à l'impossible, et il y avait ce conflit-là, et je voyais des gens mourir, voilà, il y a une espèce de proximité qui se produit dans le récit. Et là, par exemple, ça c'était une opération poétique qu'on avait depuis le début. Et en utilisant ces petites opérations, parfois il y a des scènes verbatimes, presque exactement ce qui était raconté, et d'autres scènes comme la lettre envoyée aux ressources humaines d'une organisation humanitaire pour dénoncer un humanitaire qui a eu des comportements pédophiles. Ça, c'est vraiment une forme. Cette lettre, elle n'existe pas telle qu'elle, mais c'était une histoire qui nous était racontée avec une plante qui était portée, et moi j'ai imaginé la forme de la plante. L'histoire, elle est réelle, mais après l'adresse, la forme du texte est complètement... et ça, c'était dans le spectre opposé d'une histoire réelle, mais comment cette histoire est racontée sur scène, ça c'était une version complètement littéraire, disons, écrite. Et il y a ce spectre-là mélangé toujours, mais tous les faits, ils sont des faits réels qui nous étaient racontés et vécus par ces humanitaires. Ce qu'on entend à travers vos mots, c'est que vous travaillez de manière collégiale. Vous travaillez toujours comme ça, en équipe ? J'essaie de travailler en concertation avec mes principes politiques. Et une fois que je suis démocrate,
J'essaie de travailler le plus proche d'un processus démocratique, même si je peux avoir des moments où j'ai plus de responsabilité à un endroit que d'autres, notamment en tant que metteur en scène ou auteur. J'essaie de pratiquer un théâtre plus réel, collectif, collégial. Cela veut dire aussi que j'essaie de participer au travail de tous les autres et je laisse tous les autres travailler au travail de chacune et chacun. Bien sûr, après, il y a des moments de responsabilité individuelle. J'attends bien que les croquis des costumes sont dessinés par l'artiste qui fait les costumes. Mais la discussion sur les costumes et même la décision finale d'une esthétique, d'un concept pour les costumes, c'est quelque chose qui n'est pas juste discuté entre moi et cet artiste. Elle est discutée autour de la table et elle vient irriguer, voire fertiliser l'imaginaire de tout le monde. Et c'est cette idée d'un travail collégial où on discute tout, même si après on peut avoir des prises de décision ou des responsabilités qui sont plutôt individuelles ou en petit comité, mais qu'on partage tout, qu'on rêve ensemble en spectacle. C'est ce qui est pour moi essentiel au théâtre. C'est peut-être pour ça que je fais le théâtre, pour ne pas être seul, pour ne pas... J'ai aucun intérêt, par exemple, à écrire seul. Si j'ai pas de répétition, j'écris jamais. J'ai aucun besoin, urgence, désir d'écrire, sinon pour une répétition l'après-midi. S'il y a des acteurs et actrices qui attendent, là j'ai envie d'écrire. S'il y a personne pour répéter l'après-midi, je fais d'autres choses, je lis plutôt. Et qu'est-ce qui vous a mené vers ce choix d'une scénographie très épurée, avec cette grande toile blanche qui est manipulée par les comédiens-comédiennes tout le long ? C'est une scénographie auto-explicative, car dans le spectacle, il y a une humanitaire qui dit, vous savez quoi, une belle idée, une belle métaphore pour le travail humanitaire, c'est des tentes. On les utilise, mais elles sont importantes pour donner de l'abri, mais à la moindre rafale, elles sont détruites. C'est comme le travail humanitaire, on est là, on pense qu'on sauve énormément de vies, mais la moindre rafale et tout le travail qu'on a fait est oublié parce que la prochaine catastrophe arrive. Et ça nous a inspiré. Ça, c'est un bon exemple, par exemple, de comment le fait que toute l'équipe artistique travaille d'une façon collégiale et fait partie de la recherche influence le spectacle. Sans cette humanitaire qui nous a dit ça, sans savoir qu'elle influençait énormément le spectacle, l'idée d'avoir une tente, une toile qui est tente, qui peut être montagne, qui est manipulée, mais qu'à un moment donné s'envole, serait jamais là. On aurait dû faire tout un autre décor ou trouver des autres idées, mais peut-être moins adaptées à ceux qui étaient pas seulement la forme, mais le fond du spectacle. On va passer maintenant au Festival d'Avignon. Alors, c'est votre première édition en tant que directeur du festival. Qu'est-ce que vous avez essayé d'insuffler à cette 77e édition ? Je pense que le grand défi n'est pas nécessairement la nouveauté, c'est d'être à la hauteur de la partition qui est le Festival d'Avignon. Quand on arrive et on vient pour aider et contribuer, se mettre au service de la 77e édition d'un festival, la première chose, c'est de comprendre comment interpréter aujourd'hui les 76 autres éditions et le travail que depuis la fondation de ce festival par Jean Vilar en 1947 ou immédiatement après une première semaine d'art en 1947, comment l'interpréter aujourd'hui. Et je pense qu'évidemment, il y a des dimensions du code génétique du festival, comme cette utopie de théâtre populaire qui propose une grande exigence, qualité, pluralité artistique, et en même temps propose l'accès le plus facile possible, le plus démocratique possible à cette création artistique. Ce binôme-là de liberté artistique et pluralité artistique et en même temps d'accès démocratique, c'est un des grands défis du festival. Et quand on arrive à des moments à le vivre, on rend palpable cette utopie de théâtre populaire. Je pense que cette édition du Festival d'Avignon était très marquée, bien sûr, par la présence de grands artistes déjà connus du public, comme il faut au Festival d'Avignon, parce qu'on y vient pour voir les grands artistes de notre temps, mais aussi marqué par quelque chose, pour revenir à Jean Vilar, qui je trouve essentiel au Festival d'Avignon, qui est ce qu'il appelait le tremplin pour l'avenir. Le Festival d'Avignon doit être
le lieu où on trouve les grands noms, mais aussi où on invente les possibles grands noms de l'avenir, où on constitue le patrimoine de demain. Et ça veut dire être au Festival d'Avignon pour vivre de découverte en découverte, pour être surpris. Et c'est une espèce d'institut international de l'inattendu. On vient au festival pour voir ce qu'on souhaite voir, mais surtout, je crois, pour voir ce qu'on ne savait pas encore qu'on souhaite voir. Et là, dans ce sens-là, par exemple, je pense que c'est une édition marquée par une nouveauté, l'invitation à une langue, notamment la langue anglaise, ce qui a permis que le public a pu vivre la langue anglaise au-delà de ce voile de domination de la langue anglaise qui nous donne l'impression qu'on connaît très bien la langue anglaise alors que c'est une voile de domination qui appauvrit cette langue et surtout nous empêche de pratiquer une curiosité et comprendre et la richesse patrimoniale de cette langue quand on pense à Shakespeare mis en scène par Gwenaëlle Morin ou Virginia Woolf mis en scène par Pauline Bale, mais surtout la diversité et qualité contemporaine de cette langue quand on pense à Tim Crouch qui est découvert par la France où il n'avait jamais joué avec 2 pièces, un grand auteur britannique, ou Alistair McDowell avec le Royal Court à Benoît XII, qui est, à mon avis, une des découvertes de ce festival, mais aussi les New-Yorkais Elevator Repair Service et un tas d'autres, Alexander Zeldin déjà repéré, mais cette fois-ci avec des interprètes australiens et anglais dans la troupe, et un tas d'autres participants, disons, de la langue anglaise, mais pas seulement dans les spectacles. Je pense que la présence d'une grande écrivaine comme la Nigérienne Chimamanda Ngozi Adichie a marqué le Festival d'Avignon de cette année avec aussi une diversité de la langue anglaise représentée au festival. Et je pense que et avec la langue et bien sûr avec un tas d'autres projets. Je pense à Carolina Bianchi qui était une des propositions très fortes du début de festival, la présence pour la première fois au festival de Susan Kennedy avec une esthétique complètement inhabituelle pour le public du festival, ou même la présence de Rebecca Chaillon qui vient pour la première fois au festival avec un spectacle déjà créé depuis 1 saison et demie mais qui fait la découverte pour beaucoup de festivaliers qui ne la connaissaient pas. Je pense qu'il y a quand même un mouvement de découverte et surtout une découverte qui met ensemble dans le débat les propositions esthétiques et les sujets, les questions qui sont portées par les projets. Et ça, c'était vraiment notre grand désir, que le public puisse vivre une fête, car c'est vrai que nous menons un combat pour la création artistique, pour l'accès démocratique à la création artistique, mais nous avons la chance en 2023, dans une société plutôt polarisée, comme la française ou les sociétés démocratiques européennes très polarisées, nous avons la chance de traduire le combat en fête. Et ce que nous faisons, c'est organiser une fête, réunir le public et les artistes et produire une fête pour les gens. Et dans cette fête, ce qu'on souhaite le plus, c'est que le public a l'accès à la joie de discuter de l'art, des arts vivants, mais en le faisant discuter le monde et interpeller le monde. Une fête civique, disons. Et cette idée d'une fête civique, je pense que c'est l'esprit du Festival d'Avignon, qui peut être interprété avec des nouveautés, bien sûr, mais qui est effectivement l'activation de quelque chose qui était toujours là. C'est juste comment jouer la partition aujourd'hui. Il faut la jouer. Et la jouer, ça veut dire prendre des risques, jouer quelques notes un peu plus fort, quelques autres notes, parfois on les rate, mais on joue la partition en entière à notre manière, comme un interprète, comme un acteur qui dit, le monologue de Hamlet et qui le joue à sa manière, qui se révèle aussi à travers ce monologue, mais en étant au service du texte de Shakespeare. Cette idée-là, je la tiens à cœur dans un festival d'art vivant, de jouer le rôle et après rajouter des choses. Je pense que cette édition est très marquée, par exemple, par une autre type de découverte, les propositions artistiques en lien avec le vivant, avec la nature. Le retour de la carrière de Boulbon, avec Jardin des délices de Philippe Ken, qui est, à mon avis, un chef-d'œuvre de rapport aussi au paysage, à un espace, à un site spécifique, mais aussi notre présence à Peugeot avec le spectacle Paysage partagé, avec 7 pièces pour champs et forêts qui proposait un randonnée de 7 heures, ou le spectacle de Clara Edouin, que ma joie demeure, à partir de Jean Giono dans les paysages de Barbantane. C'est aussi cette proposition de recherche artistique et expérience
de public dans la nature avec les arts vivants que je pense qui ont marqué cette édition du festival et qui contribuent à une sensation de découverte et de nouveau souffle qui en fait n'est pas du tout une rupture avec l'histoire du festival, tout au contraire, c'est une interprétation aujourd'hui de ce que nous trouvons est l'esprit du Festival d'Avignon, tremplin pour l'avenir, de découverte en découverte, une parenthèse enchantée où on se nourrit pour le reste de l'année. Pour revenir sur le côté démocratique du festival, avec Orsen, on est en lien avec des jeunes créateurs et créatrices qui sont assez éloignés du théâtre public et qui ont des difficultés pour vivre de leur art. Est-ce que vous essayez de vous intéresser à ces jeunes artistes, celles et ceux qui ne sont pas encore connus ou révélés dans le théâtre public ? Je ne conçois pas le théâtre public comme une esthétique. Je conçois le théâtre public comme un service public. Ça veut dire qu'une mission de service public au niveau de la création, à côté des artistes, ça veut dire protéger, accompagner et produire des artistes et des projets artistiques que les règles du marché, de capitalisme sauvage, ne seraient pas capables de soutenir. C'est une façon, pas d'interférer avec l'esthétique, c'est de rendre accessible ce qui existerait quand même. Le théâtre ou les arts vivants, sans ministère de la Culture, sans théâtre public, sans société démocratique même, il continuera à exister. Il n'a pas besoin d'avoir une fonction sociale. Il existe depuis plus de 25 siècles. Il continuera à exister pendant 25 siècles, même quand on sera tous en Mars. La question, c'est comment voulons-nous, en tant que société, s'organiser vis-à-vis de cet art qui existe ? Et je pense qu'en démocratie, le lieu du service public, même si nous sommes une association, nous ne sommes pas une institution d'État ou nous sommes une association de la société civile, des gens qui se réunissent depuis 1947 pour défendre une vision qui est de service public du théâtre. Et cette vision de service public, ça veut dire compenser les règles du marché. Ça veut dire qu'il y a des grands artistes qui peuvent exister dans les règles du marché parce que le marché arrive à produire les conditions pour que ces artistes produisent son travail. Mais on sait aussi que Van Gogh n'a jamais vendu de tableau toute sa vie. Je ne veux pas vivre dans une société où un Van Gogh mort misérable sans vendre des tableaux. Ça veut dire que j'ai une idée de service public, d'accompagnement, et c'est une idée que ce n'est pas à moi, c'est au Festival d'Avignon, d'accompagner les artistes pour les rendre accessibles, et son travail accessible, car on trouve impératif qu'il soit accessible. Quand on parle de jeunesse, il faut dire que le Festival d'Avignon fait un travail extraordinaire, et pas à notre mérite actuellement, depuis très longtemps, depuis 1947, d'accès de la jeunesse, avant même qu'on parlait de théâtre privé, par exemple, ou l'existence du Hof, le travail qui fait le Festival d'Avignon depuis les années 60 et 70 avec les CMA, par exemple, les centres de rencontre de la jeunesse à Avignon, le travail que nous menons actuellement, par exemple, avec le projet Première fois, qui fait venir 5000 jeunes entre 13 et 19 ans pour la première fois au Festival d'Avignon. Ce n'est pas juste des jeunes qui reviennent, c'est des jeunes qui viennent pour la première fois. Le fait qu'ils ont l'espace pour porter une parole, le pourcentage de dizaines de milliers de jeunes qui pratiquent le Festival d'Avignon me permet de dire que nous faisons un travail absolument exemplaire avec la jeunesse. Et pas seulement pendant le festival, pendant l'année. Nous travaillons avec 4000 jeunes et enfants pendant l'année, en contexte scolaire et pas seulement, à la Fabrica, notre lieu de vie, de résidence artistique. Je pense que si je compare le Festival d'Avignon avec des grands festivals européens ou mondiaux, je ne trouve pas beaucoup de festivals qui ont la capacité de renouvellement du public du festival, de préparer une relève du public, pas seulement au festival, mais pour les arts vivants, et en gardant toute une version de service public et de vision de service public, car ça fait partie du service public, le travail que nous menons avec les écoles, le travail que nous menons avec beaucoup d'associations, centres sociaux, partenaires, pour faire venir des jeunes au festival. Le projet Première fois témoigne aussi une envie d'ouvrir grand les portes du festival à ceux qui n'ont pas la possibilité normalement de décider d'aller
expérimenter le Festival d'Avignon. Nous avons dans notre public spontané, disons les gens qui se mobilisent tout seuls, qu'on n'organise pas, nous avons 15% du public vient pour la première fois au Festival d'Avignon. C'est énorme en comparaison avec la grande majorité des festivals. 15%, ça veut dire 18 000 places au Festival d'Avignon sont achetées par des gens qui sont là pour la première fois. Curieusement, un tiers de ces premiers primo-festivaliers sont moins de 30 ans, un tiers entre 30 et 60 et un tiers plus de 60. Ça veut dire que nous sommes une porte d'entrée, de porte grande ouverte pour des gens de tous les âges. Raison pour laquelle on s'est concentré sur la jeunesse, parce qu'on n'est pas en train d'abandonner d'autres âges. Et en se concentrant sur la jeunesse, on a organisé le voyage, le logement, le rencontre avec des spectacles et des artistes et des ateliers et des pratiques pour plus de 5000 jeunes qui viennent pour la première fois ce mois de juillet. Et ça, c'est quand même un engagement, ça traduit un engagement très fort. Après, si on regarde les salles et certains spectacles, il y a aussi du point de vue de la programmation un souci important vis-à-vis de la jeunesse. Par exemple, la présence des musiques actuelles cette année, avec 3 concerts organisés, collaboration inédite avec le Printemps de Bourges. C'est effectivement aussi une préoccupation de capter des publics jeunes, par exemple, ou éloignés du théâtre ou des arts vivants, qui peuvent découvrir le Festival d'Avignon à travers les musiques actuelles. Mais aussi quelques spectacles, si je pense à l'ouverture du Festival d'Avignon de cette année, les premières heures de festival étaient marquées par le spectacle Groove de Bintou Dembélé, qui mélange des danses urbaines, cramp, hip-hop, avec la musique baroque, à l'opéra, mais aussi dans l'espace public, ce qui est symboliquement pour nous très important pour dire nous sommes aussi dans la rue, nous sommes aussi avec des genres, des disciplines, des esthétiques qui sont extrêmement populaires, extrêmement jeunes et extrêmement accessibles pour marquer un signe aussi d'ouverture artistique, car le festival est un endroit d'une énorme pluralité d'esthétiques. On peut trouver effectivement le spectacle qu'on va considérer un peu pointu, on n'a pas les codes, c'est complexe, mais on y retrouve aussi le spectacle qui est accessible à toutes et à tous et qui peut bouleverser même ma grand-mère qui, à 90 ans, n'avait jamais vu de spectacle de théâtre. Et cette pluralité, elle est essentielle et c'est ça qui fait une vraie théâtre populaire et pas une uniformité de facilité d'accès pseudo-populaire qui en vérité est juste commerciale. Et maintenant, dernière question. Alors au moment de cet enregistrement, on est à 2 jours de la fin du festival. Quelles leçons vous en avez tirées de cette édition ? La leçon que je retire, c'est que c'est le public qui fait le Festival d'Avignon. Je le savais, je le pressentais, j'étais presque sûr, même maintenant je l'ai vécu. Nous organisons une fête, nous accompagnons des artistes. Les artistes sont fondamentaux pour ce qui est chaque édition du Festival d'Avignon, mais sans retirer cette importance vitale des artistes, parce que c'est ça qui nous réunit à Avignon, c'est le public passionné et passionnant du festival qui produit chaque édition. Et ça, c'est une grande leçon. Ce que j'apprends quotidiennement avec des spectatrices et spectateurs. Hier, j'étais avec une spectatrice qui avait vu le Jardin des Délices de Philippe Ken à Boulbon et qui me parlait d'avoir vu le Mahabharata de Peter Brook à Boulbon en 85 et de tous les spectacles qu'elle a vus là-bas. Et moi, qui ai accompagné depuis la première minute la création du Jardin des Délices, déjà en visitant il y a plus d'1 an la carrière de Boulbon avec Philippe Ken pour lui dire « Est-ce qu'on invente un spectacle pour ici ?» J'ai lu, grâce à cette dame que j'ai rencontrée hier, j'ai lu le Jardin des Délices d'une façon complètement différente à travers ses yeux et son expérience de ce lieu-là. Et ça, je le vis tous les jours. C'est pourquoi les festivaliers et les festivalières ne disent jamais qu'ils vont au Festival d'Avignon. Ils disent « cet été, je vais faire le Festival d'Avignon ». Ce verbe active, faire, c'est moi qui fais le festival. C'est nous qui faisons le festival. Nous, le public, me fait penser à ce que disait Jean Vilar. Au théâtre, il y a qu'un monstre sacré, il n'est jamais sur scène, il est chez le public. Merci à Thiago Rodriguez d'avoir répondu à mes questions et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Hors Scène. N'hésitez pas à nous retrouver sur Facebook et Instagram pour partager vos expériences et pour lire toutes nos critiques des spectacles vus à Avignon, au Festival In ou au Off.
Pour nous soutenir, abonnez-vous au podcast, laissez-nous plein d'étoiles, des commentaires et surtout, parlez-en autour de vous. Ce podcast est réalisé en collaboration avec la pétillante Laetitia Leroy qui s'occupe de nos réseaux sociaux. Merci à elle. Le générique de cet épisode a été créé par Thomas Rodriguez. Merci à lui. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Allez, à bientôt!